Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ici au Conseil économique, social et environnemental, avec cette salle comble. Je me présente, Bruno Faure, journaliste à RFI, Radio France Internationale, et nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Cette table ronde que vous pouvez suivre tous en direct, à la fois sur le site du Printemps de l'économie, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. Et vous pouvez poser des questions à tout moment avec le hashtag Printemps de l'économie. Une table ronde que vous pourrez éventuellement suivre en replay à la réécoute, si on parle français, à tout moment. Je suis ravi d'être avec vous pour parler d'un sujet majeur, je pense, en ce moment, qui s'intègre très bien dans toutes les thématiques du printemps de l'économie, les questions budgétaires et climatiques, les deux à la fois. La France a donc un budget pour 2025 qui a finalement été adopté au Parlement. C'était au début du mois de février, mais ça n'aura échappé à personne. Ça s'est fait dans la douleur. Énormément de débats sur les postes de dépenses et surtout sur les postes d'économie, parce que la France doit se serrer la ceinture en ce moment. Il y a des secteurs prioritaires. On pense au secteur de la défense, de l'armement, au vu du contexte international. Les marges étaient déjà réduites avant ces menaces, mais maintenant, dans quel budget faut-il couper ? Le budget de l'aide à l'emploi, le budget de la recherche, de l'enseignement supérieur. Je sais qu'il y a des professeurs d'université ici qui sont concernés, le budget de l'aide au développement, et puis aussi celui de la transition écologique, la transition que l'on croyait intouchable, la priorité des priorités ces dernières années. En tout cas, c'était ce qui était dit par les dirigeants politiques. Mais aujourd'hui, on a une baisse des aides, par exemple, à l'acquisition de véhicules propres, une baisse du soutien au transport collectif. Il y a d'autres postes budgétaires qui sont ainsi réduits. Et pourtant, les objectifs climatiques de la France et de l'Europe sont extrêmement ambitieux. On veut à tout prix baisser les émissions de gaz à effet de serre et viser la neutralité carbone en 2050 pour que notre planète reste vivable pour les générations futures et même pour les générations d'aujourd'hui. Cette ambition, elle nécessite énormément d'argent et d'investissement, mais comment faire quand il faut en plus s'adapter aux effets actuels du changement climatique, et on en parlera. Comment faire ? C'est le travail de nos 4 intervenants. D'abord, Dorothée Rouzet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste de la DG Trésor, la Direction Générale du Trésor. Vous êtes membre du conseil scientifique de ce printemps de l'économie. Qu'est-ce que c'est la Direction Générale du Trésor ? La Direction Générale du Trésor, c'est une administration du ministère des Finances à Bercy. Et notre rôle, c'est d'abord un rôle d'analyse et de conseil économique. Donc c'est vraiment la partie économiste de Bercy qui conseille le gouvernement sur tout un pan de politique économique qui vont des questions budgétaires justement, mais on a beaucoup investi dans les questions des impacts économiques de la transition et des politiques climatiques, mais aussi de logement, d'emploi, beaucoup de négociations internationales. Donc on a un panel très large d'analyse. Bonjour également à Stéphane Dess. Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité économie du climat à la Banque de France. Alors, qu'est-ce que vous y faites également ? Oui, la Banque de France s'intéresse beaucoup à la question du changement climatique et de la transition. Donc à l'unité économie du climat, on fait de l'analyse pour voir les impacts que peuvent avoir le changement climatique, la transition, sur les grandes variables économiques et sur le mandat, les objectifs de la Banque de France et de l'eurosystème, à savoir la stabilité financière et la stabilité des prix. Bienvenue également à Damien Demailly. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint alors c'est un acronyme anglophone, I4C, l'Institute for Climate Economics, l'Institut de l'économie du climat. Qu'est-ce que vous y faites ?
Alors, on est d'abord un institut de recherche qui, comme son nom l'indique, travaille sur le climat. Et quand je dis climat, c'est à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation aux impacts du changement climatique. Et on fait ça avec un angle économique. Ça veut dire qu'on va beaucoup notamment s'intéresser aux coûts de la transition, parce que oui, elle a des coûts, il faut les assumer. Il faut aussi comprendre qui les paye aujourd'hui, qui les payera demain, et quelle politique publique on veut mettre en œuvre. Donc ça, c'est la partie institut de recherche. Mais on se veut aussi être un think tank, donc aller au contact des décideurs. Donc on discute et on échange beaucoup avec les ministères, les parlementaires, pour non seulement passer nos analyses, mais aussi comprendre leur jeu de contraintes. Et je pense que c'est ça qui est important, de comprendre le jeu de contraintes pour pouvoir essayer de naviguer là-dedans. On ne peut plus être seulement dans l'incantation aujourd'hui, il faut vraiment être dans la réflexion collective. Et bonjour enfin Nicolas Gagliardi. Bonjour à tous. Vous êtes économiste à la Commission européenne, vous êtes basé à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la direction générale de l'ECFIN, la direction générale des affaires économiques et financières. C'est un département à la Commission. Tout à fait. Et je travaille spécifiquement dans l'unité de soutenabilité des finances publiques. C'est une unité qui s'occupe de différents dossiers. Tout d'abord, on s'occupe de la soutenabilité de la dette publique, de faire des analyses de la soutenabilité de la dette publique pour les pays de l'Union européenne, mais on s'occupe aussi des impacts macro-budgétaires du vieillissement de la population, comme par exemple la spécialisation vers les systèmes de retraite. Et on s'occupe notamment, et c'est pour là que je suis là, du lien entre le changement climatique, la transition écologique, les finances publiques. On va donc essayer de comprendre tous ensemble comment la France et comment l'Europe vont pouvoir financer cette transition malgré les contraintes qui sont vraiment au cœur de nos vies en ce moment. Je répète, n'hésitez pas à préparer vos questions. On va d'abord débattre avec nos intervenants et vous aurez le micro tout à l'heure. Ou alors, je recevrai ici sur mon téléphone les questions qui peuvent venir d'ailleurs grâce donc au site internet, grâce aux réseaux sociaux, toujours avec le hashtag Printemps de l'économie. On y va pour notre premier tour de table. Dorothée Rouzet, un tableau général budgétaire en France. On parle aujourd'hui d'un mur d'investissement pour le climat. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors je peux poser un peu la question qui est à l'origine de cette session et la raison pour laquelle on a voulu avoir ce débat en 4 chiffres. Le premier chiffre, c'est 5,4%. C'est le déficit public qui est prévu en France cette année pour 2025 dans le budget qui a été adopté au début de l'année, avec l'objectif de revenir à 3% en 2029, ce qui représente environ 100 milliards d'euros d'économie. Alors quand on dit économie, ça peut être baisser des dépenses, ça peut être augmenter des recettes, mais un effort de 100 milliards d'euros juste pour revenir à ce déficit. Le deuxième chiffre, c'est 110 milliards d'euros. 110 milliards d'euros, c'est notre estimation. Donc on a fait au Trésor un recensement des besoins d'investissement pour atteindre nos objectifs climatiques à horizon 2030, en nous appuyant d'ailleurs pour un certain nombre de secteurs sur les travaux de mon voisin de gauche. Et donc ça veut dire, en fait, par rapport à 2021, alors on a déjà augmenté depuis 2021, mais par rapport à 2021, en 2030, il faut qu'on fasse chaque année 110 milliards d'euros d'investissement en plus dans l'agriculture, l'industrie, les transports, le logement, etc., l'énergie. Alors, sachant qu'il y a aussi des investissements qu'on va faire en moins. Typiquement, on va acheter plus de voitures électriques, mais moins de voitures thermiques, plus de pompes à chaleur, mais moins de chaudières à gaz. Donc, quand on enlève ces investissements qu'on ne devra plus faire, ça veut dire le mur, entre guillemets, est de 63 milliards d'euros, ce qui reste très conséquent. C'est environ 2 points de PIB. Le troisième chiffre, c'est 10 milliards d'euros aussi à horizon 2030. C'est notre estimation là, des pertes de recettes de taxes qu'on va avoir, donc l'effet sur les finances publiques de l'électrification. Concrètement, pourquoi ? Parce que les carburants fossiles sont très taxés, l'électricité est moins taxée, et donc électrifier le parc de véhicules avec en plus des gains d'efficacité énergétique, ce qui est très positif, veut dire qu'on aura moins de recettes de taxation, et ça c'est un trou de 10 milliards d'euros. Et puis mon dernier chiffre, c'est 40 milliards d'euros, c'est notre estimation dans le budget de l'État. Alors le budget de l'État, c'est pas toutes les dépenses publiques de très loin, des dépenses vertes, des dépenses favorables à l'environnement. En 2024, ça devrait être à peu près pareil en 2025.
ce qui est en hausse. En 2023, on était à 34 milliards d'euros. Donc tous les ans, en fait, en même temps que le budget, on estime quelle est la part de ce budget qui va à des dépenses favorables à l'environnement et quelle est la part qui va à des dépenses brunes, avec évidemment l'objectif d'augmenter les premières et de baisser les deuxièmes. Et au final, là, si on rebondit sur le budget 2025 qui vient d'être voté, qu'est-ce qui a été mieux financé dans la transition et qu'est-ce qui est moins financé aujourd'hui ? Alors, bon, il y a différentes choses. Vous avez parlé en introduction de certains budgets pour lesquels on a baissé les enveloppes. Concrètement, c'est souvent rechercher l'efficacité. Je pense que ce sera un thème dont on va beaucoup parler. C'est-à-dire quand parfois, on verse des subventions qui n'atteignent pas forcément leur cible. Alors ça peut être le cas, donc c'est le cas de certains thèmes d'achat de véhicules électriques, si je prends l'exemple. Il y a différents dispositifs. Donc il y a le bonus écologique, qui est une subvention quand vous achetez votre véhicule électrique, dont on se rend compte qu'il bénéficie essentiellement, on va dire, à la moitié haute de la distribution des revenus. Pourquoi ? Parce que la moitié basse, en fait, n'achète pas de véhicules électriques, sinon ça reste trop cher. Donc on se rend compte qu'on verse une subvention à des gens qui n'en ont pas forcément besoin et qui auraient peut-être de toute façon acheté ce véhicule sinon. Ça, c'est pas un très bon usage de l'argent public. À côté, on a un autre dispositif qui s'appelle le leasing social, où en fait, les gens payent une sorte de loyer tous les mois, mais qui est vraiment ciblé sur les plus modestes, et qui marche bien, qui atteint vraiment sa cible, au sens où ces ménages, sinon, n'auraient pas acheté de véhicule. Donc l'idée, c'est quand on est dans ce genre de situation, oui, on peut couper le premier pour essayer de faire plus sur le deuxième, et c'est pas forcément renoncer à notre ambition. L'ambition, elle est toujours là, les objectifs climatiques à horizon 2030, ils sont toujours là. Maintenant, voilà, compte tenu de l'équation qu'on a, il faut chercher cette efficacité et ce qu'on appelle l'effet déclencheur des finances publiques. La parole à Damien Demailly. Au-delà de ce constat, de cette équation quand même assez compliquée, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent public pour financer la transition ? Ouais. Je vais peut-être commencer un peu sur votre question sur le budget 2025. On ne va pas commencer à dire tout ce qui s'est passé dans ce budget. Moi, juste, j'en tire une première conclusion, c'est que pour nos questions de transition écologique, transition climatique, on est ric-rac. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'économies qui ont été faites. Souvent un peu des choses à court terme, etc. On essaie un peu de trouver des solutions pour boucler le budget dans la douleur, comme vous le disiez. Et qu'en fait, les budgets qui suivent vont être encore plus compliqués à boucler, parce que la contrainte budgétaire n'a pas disparu. S'y ajoute, vous l'évoquiez, la question de la défense. Et donc, on a besoin d'essayer de mieux préparer cette réflexion-là. Et donc, je pense que c'est important, évidemment, quel que soit le contexte, mais encore plus dans le contexte budgétaire, qu'on demande où est-ce que j'ai vraiment besoin d'argent public et comment on priorise un peu tout ça. Ce que disait Dorothée Rouzet, ne pas financer des subventions qui ne sont pas forcément utiles avec des gens qui auraient de toute façon acheté un véhicule. Ouais, et il y en a, on peut trouver des choses. Alors on pourrait avoir un débat sur cet exemple-là précisément. Je ne suis pas sûr qu'on serait complètement d'accord, mais juste, moi je pense qu'il y a trois questions qui sont déjà intéressantes. C'est de s'assurer, quand je fais une dépense publique, je veux soutenir à la base un investissement, par exemple du véhicule électrique. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est prioritaire? Ça, c'est le premier débat. Il faut qu'on se repose la question à chaque fois. Et on trouvera des moments, des économies à faire. Peut-être qu'on ne trouvera pas tous les mêmes, mais je pense qu'on peut en trouver là. Deuxièmement, en fait, est-ce que je n'ai pas d'autres leviers d'action, moi, État, que la dépense publique? Je peux faire des prêts, je peux faire de la réglementation, je peux jouer sur la fiscalité. Donc, il faut bien comprendre où est-ce qu'il est nécessaire. Et puis, troisième chose, à partir du moment où je décide de mettre de l'argent public, m'assurer en effet que ça fait une différence. Et je ne parle pas notamment seulement des questions de fraude, qui est un vrai sujet dont il faut débattre, mais vraiment que ça fasse la différence. Tout ceci étant dit, et pour revenir même à votre question initiale, il y a quand même beaucoup de secteurs, de sujets sur lesquels on va avoir besoin d'argent public. Tous les investissements dont on parle, qui sont peu ou pas rentables pour les individus qui doivent les porter, tous les investissements qui doivent être faits par des gens qui n'ont pas forcément les capacités financières, je pense aux ménages modestes, aux classes moyennes, aux agriculteurs, à certaines collectivités locales, on voit bien qu'à un moment, on va avoir besoin de dépenses publiques. Et moi, au final, nous, on fait des scénarios à l'Institut pour essayer notamment de voir comment on peut réduire le besoin de dépenses publiques. Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à faire tous les objectifs climat français et européens avec moins d'argent public. Je n'arrive pas à faire la planification écologique et toute la planification écologique avec l'argent public qu'on a, et encore avec moins d'argent public. Donc il y a aussi un moment, un devoir de vérité, c'est bien de se poser sainement la question de comment on priorise, c'est bien aussi un moment d'admettre que s'il y a un écart à l'objectif, il faut l'assumer. Les scénarios, la modélisation, c'est votre travail, Stéphane Dess. L'État ne finance que ce qui est rentable.
que ce qui n'est pas rentable. Pardon, je corrige. L'État ne doit financer que ce qui n'est pas rentable. Ou alors d'autres postes, par exemple pour les personnes qui en ont le plus besoin. Comment vous voyez cette équation, vous aussi, à la Banque de France? Oui, non, c'est très intéressant pour rebondir sur ce point de quel type de financement l'État doit faire. Nous, on regarde des scénarios également de la même façon pour voir leurs implications macroéconomiques et notamment parmi les implications macroéconomiques, l'impact sur la soutenabilité de la dette publique. Alors, la soutenabilité de la dette publique, on a tendance, on la mesure avec ce fameux ratio dette publique sur PIB. Et le changement climatique et la transition affectent à la fois le numérateur et le dénominateur. Donc le numérateur, on a un impact sur les recettes, comme Dorothée vient de le dire. Alors ça peut être négatif, ça peut être aussi positif. Si on met une taxe carbone, on peut générer des recettes supplémentaires, des impacts sur les dépenses, on vient d'en parler également. L'important aussi, c'est de voir le dénominateur, c'est-à-dire le PIB, la richesse créée. Et c'est vrai que le changement climatique a un impact négatif, clairement, sur la création de richesse. Ça même détruit de la richesse via les dommages climatiques. La transition a un coût, ça a été rappelé. Ce coût est moindre par rapport au changement climatique, clairement. Mais pour l'État, si on peut imaginer aussi des dépenses intelligentes, des dépenses qui, même si elles ne sont pas toutes productives, vont peut-être aller dans le sens de stimuler le PIB. Donc on peut penser à des subventions à l'innovation qui vont générer de la technologie et inciter aussi le développement d'une croissance plus durable, une croissance plus verte, mais quand même une richesse qui va permettre de rendre la dette publique soutenable aussi à moyen et long terme. Donc c'est un petit peu ce type de considération que l'on prend dans nos équations pour essayer de voir dans quelle mesure l'État peut participer et jusqu'à quel point pour assurer une soutenabilité de la dette publique. Ça veut dire que comment vous faites? Vous vous réunissez à plusieurs, un spécialiste des questions de dette, un spécialiste des questions d'adaptation, et vous partagez des idées et vous faites un schéma commun. Comment est-ce que ça se passe concrètement dans vos bureaux? On utilise deux choses. La première, comme le GIEC, on se base sur des scénarios à la fois de changement climatique, mais aussi de l'impact des politiques de transition, notamment dans le cadre du réseau des banquiers centraux et superviseurs pour le verdissement du système financier. Donc c'est un acronyme anglais qui s'appelle NGFS. Et puis on utilise nos modèles macroéconomiques, ceux que l'on a pour faire de l'analyse, pour faire des prévisions, et on essaye ainsi de voir, selon différentes trajectoires de changement climatique, de transition, d'outils aussi, on va peut-être en parler plus tard, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour la transition, quels impacts ça peut avoir sur les différentes variables macroéconomiques. J'en profite pour saluer les lycéens qui nous suivent en ce moment même, le lycée Marianne de Créteil, le lycée international Jules Guesde à Montpellier, le lycée Paul Verlaine à Reims, qui nous suivent et qui peuvent nous poser des questions comme vous ici aussi dans la salle. On donne la parole à Nicolas Gagliardi pour la Commission européenne. Quels sont les objectifs ? Alors il y a plusieurs échéances, hein. Bien sûr, on pense au relativement court terme, 2030, mais on va aussi jusqu'en 2040 et même au-delà. Quels sont les objectifs par rapport à ce que vous venez d'entendre pour le cas français ? Bien, merci. Je crois qu'il peut être utile en fait de fournir effectivement le cadre pour expliquer pourquoi on entame ce type de discussion. Donc on sait que l'Union européenne prend très au sérieux la lutte contre le changement climatique. Tout le monde connaît évidemment l'objectif. Pour 2050, on doit atteindre la neutralité carbone. Mais avant de faire cela, on a aussi fixé des objectifs intermédiaires. Le premier pour l'année 2030, donc on doit réduire les émissions d'ici 2030 de 55% par rapport au niveau de 1990. Et en février 2024, la Commission a fixé un autre objectif pour l'année 2040 de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 90%, toujours par rapport au niveau de 1990. Et la fixation de ces objectifs est très importante parce que ça permet vraiment de mettre tout le continent vers la bonne route, disons, vers la neutralité carbone, mais en même temps, c'est très utile pour envoyer des signaux très importants aux investisseurs, aux gouvernements, aux citoyens, de ce qu'il faut s'attendre dans les décennies à venir
pour leur donner aussi la possibilité de comprendre comment investir, de bien planifier sur le long terme. On sait qu'on doit décarboner l'économie parce que la majorité des émissions, en fait, dans le cas européen, provient de la production et de la consommation d'électricité, qui compte pour presque 75% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la décarbonation du système énergétique est vraiment la clé et à la base de toutes ces stratégies. Et, vous avez dit quelle part est exactement la production, l'énergie, 75%, donc c'est 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. 75%. Oui, pardon, ouais. Ouais. Voilà. J'habite quand même à Bruxelles. Nicolas est presque belge maintenant. Il est donc, désolé. Mais disons qu'au niveau européen, ce qu'il faut aussi souligner peut-être, c'est quel type de stratégie aussi on a mis en place. Un de ces stratégies, c'est certainement la stratégie de l'adaptation vers le changement climatique. On sait que même si on arrêtait d'émettre de gaz à effet de serre aujourd'hui, on assisterait quand même à des effets négatifs du changement climatique. Et donc il faut s'adapter au changement climatique, il faut être résilient, il faut transformer l'Europe dans une société résiliente. Et pour faire cela, il y a cette stratégie qui s'appelle Stratégie pour l'adaptation à l'Union européenne, qui a vraiment comme but de rendre l'adaptation plus rapide, plus intelligente et plus systémique. Et en fait, c'est sous l'objectif de l'adaptation systémique que nous aussi à la Commission, on fait du travail en termes de scénario. On essaie vraiment d'intégrer les considérations liant le changement climatique aux finances publiques dans l'analyse de la dette publique. Avec des problématiques certainement différentes à l'échelle européenne, selon les conditions géographiques. Hein. On a vu ce qui s'est passé en Espagne, les très graves intempéries et les inondations que ça a créé en Espagne, dans le nord de l'Europe, dans l'est de l'Europe, en France. Voilà, des problématiques absolument passionnantes et nécessaires. Damien Demailly, on va passer au deuxième chapitre de notre discussion, notre deuxième tour de table. Vous avez commencé à l'effleurer tout à l'heure, la question des instruments budgétaires, puisque là on a le cadre général pour la puissance publique. Quelles sont les possibilités pour non pas forcément économiser de l'argent, mais essayer de trouver des ressources? Vous avez parlé des prêts, par exemple. C'est quelque chose qui peut être utile. Oui, mais je pense qu'on peut repartir de la manière dont vous résumez la discussion avant, qui était de dire, j'ai noté, l'État doit financer ce qui n'est pas rentable. J'ai envie de le challenger un peu, enfin de le préciser un peu. Il est évident que, je vais prendre un exemple concret, l'État, encore jusqu'à l'année dernière, subventionnait ou aidait les collectivités locales qui voulaient changer leur éclairage public, qui voulaient passer au LED, les diodes électroluminescentes. Bon. C'est un investissement qui est important mais pas énorme et qui est rapidement rentable. Bon, je suis d'accord que là, je ne vois pas pourquoi l'État va subventionner ça. Par contre, l'État, il peut aider les collectivités qui ont un problème pour emprunter de l'argent et faire cet investissement. Donc déjà, ça nous ouvre en effet vers un autre sujet qui est la question du prêt. Mais parce qu'on est sur un investissement qui, pour le coup, est rentable assez rapidement. Vous voulez dire les économies d'énergie? Les économies d'énergie qui sont générées font qu'en quelques années, ça va, vous le faites, cet investissement. Si vous avez de la capacité à emprunter, si vous avez un peu d'épargne, ça fait du sens. Il faut encore le décider au sein de la collectivité locale, mais ça fait du sens économiquement. Mais pour une petite commune, c'est pas forcément évident de débloquer les quelques dizaines de milliers d'euros. Mais dans ce cas-là, c'est pas forcément la subvention qui est la meilleure solution. Un autre exemple, on parlait des véhicules électriques. On parlait notamment des aides aux ménages qui achètent des véhicules électriques. Et les gens qui achètent des véhicules neufs, ce sont de toute façon des ménages aisés. Donc c'est la question que soulevait Dorothée. Il y a la moitié du marché du véhicule neuf, c'est aussi les grandes entreprises. Les flottes de véhicules d'entreprise, les loueurs par exemple, ou la Banque Postale, EDF, tous ces gens comme ça qui ont des grandes flottes d'entreprises. Alors, la véhicule électrique, c'est un investissement qui est, on va dire, elle est moyennement rentable, ça dépend un peu comment utiliser, mais finalement, même s'il n'était pas complètement rentable, on est face à des acteurs qui ont la capacité financière aussi à faire l'investissement, voire à supporter le coût. Bon, et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait. On va jouer là sur la réglementation. Il y a les constructeurs qui s'étaient engagés à verdir leur flotte de véhicules. Ils n'avaient pas respecté leurs engagements. Le gouvernement et les parlementaires se sont mis d'accord pour mettre en place un régime de sanctions. Donc, vous voyez bien qu'en effet, il y a des alternatives. Mais une fois de plus,
En fait, ce qui est important, c'est pas juste la rentabilité, c'est le croisement de deux facteurs. Et ça vient pas de moi, ça vient de l'administration. C'est le secrétaire général à la planification écologique qui pose le débat dans ces termes et que je trouve extrêmement positif pour un peu réfléchir. Il faut croiser, est-ce que l'action, l'investissement, il est rentable? Est-ce que la personne qui doit faire ça a la capacité financière? Et c'est là où, en fait, moi je regrette un peu qu'on, collectivement, et notamment l'État, c'est aussi un petit appel pour toi, ne soit pas doté d'une doctrine claire d'engagement de la dépense publique. Où est-ce que je mets de la subvention et comment je fais ça? Et c'est là aussi où je rappelle que quand on fait ce cadre d'analyse, on se rend compte que malheureusement, on a une grande partie d'investissements pas suffisamment rentables et d'acteurs pour qui c'est difficile de faire les choses. Un véhicule électrique, le surcoût, on est à combien aujourd'hui à peu près? On est encore autour de 10 000 euros. Une pompe à chaleur sans les aides, ça fait, avec les aides, 5 000 euros. Enfin, on est en train de demander, si on parle de ménage, et je ne parle même pas de ménage modeste, je parle même de classe moyenne inférieure, c'est un sujet qui est compliqué. Et donc, de toute façon, à un moment, cet espace où on sait qu'on va devoir utiliser, pas que, mais quand même de la dépense publique, il est malheureusement hyper important si on veut faire tous nos objectifs. Mieux fléché, la parole à Bercy, Dorothée Rouzet, les effets d'aubaine, voire même parfois des fraudes, dont parlait Damien Demailly, et puis surtout la nécessité de penser efficacité et de s'adapter à la capacité d'une collectivité locale ou d'un ménage, quand on parlait des subventions aux véhicules, par exemple. Oui, alors d'abord, je suis d'accord avec Damien sur le fait qu'il faut penser un peu la panoplie d'instruments, en gros, qui sont tarification des émissions, réglementation et dépenses publiques. Dépenses publiques, soit pures sous forme de subventions, soit sous forme de prêts, de garanties qui coûtent moins cher. Donc, et pour choisir, quelque part, il faut se poser un ensemble de questions, qu'on se pose bien. Il y a la rentabilité. Et en fait, qu'est-ce qui fait que cet investissement ne se fait pas? Parfois, c'est parce qu'il n'est pas rentable ou il est rentable sur un horizon trop long. Et c'est pas forcément la même, effectivement, un véhicule électrique pour un ménage modeste qui roule pas énormément, la rentabilité à l'usage, elle sera jamais atteinte. Une pompe à chaleur après les aides, au fond, c'est rentable tout de suite en termes d'économie d'énergie. Donc, mais après les aides. Avant les aides, ça prend plusieurs années, ça peut être trop court. Ou alors peut-être que rénover son logement, isoler son logement ou installer une pompe à chaleur, c'est rentable en termes d'économie d'énergie au bout de 10 ans, mais vous ne pouvez pas emprunter. Donc dans ce cas-là, en fait, effectivement, peut-être qu'il faut mieux faire un prêt à taux zéro qu'une subvention. C'est un meilleur usage de l'argent public. Donc il faut se poser un peu ces questions de pourquoi. Et puis, en termes de distribution, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut se dire, j'ai moins d'argent public, donc je vais faire plus par la taxation et la réglementation. En partie, c'est ce qu'on fait. Par exemple, on peut parler du budget 2025. Il y a un certain nombre de mesures qui sont plutôt du ressort de la taxation, qui vont dans le sens. Les malus sur les poids lourds, la fiscalité des billets d'avion, la fiscalité des chaudières à gaz, qui vont dans le sens aussi d'influencer les comportements, mais qui influencent aussi le partage des coûts entre public et privé. Et en termes de réglementation, un ou deux exemples en termes marquants. de réglementation, Damien parlait par exemple sur les flottes automobiles professionnelles. Là, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de subventionner. En fait, elles sont plutôt, d'ailleurs, en retard même par rapport aux ménages dans le taux d'électrification. On a plutôt envie de passer par la réglementation parce que les acteurs ont la capacité financière de le faire, renouvellent de toute façon leur flotte très régulièrement, tous les 3 ans, quelque chose comme ça. Donc, en plus, on n'a même pas besoin quelque part d'accélérer le moment où ils vont renouveler. C'est simplement quand ils renouvellent qu'ils aillent plutôt vers de l'électrique. Donc imposer, en tout cas, imposer un pourcentage, des véhicules électriques dans les flottes professionnelles. Donc après, quelle est la part incompressible de la dépense publique? Bon, d'abord, il y a ce qui est vraiment de l'investissement propre de l'État, les infrastructures ferroviaires, de transport public, etc. La rénovation des bâtiments publics qui incombe aussi à l'État. Et puis tout ce qui est du ressort de justement accompagner et déclencher, c'est-à-dire accompagner les ménages ou les entreprises qui sont vraiment vulnérables ou pour lesquelles si on agit par la taxe ou par la réglementation, ça va être très dur, parce qu'on dit la réglementation pour les flottes automobiles, c'est bien. Pour d'autres aspects, par exemple les zones à faible émission, qui sont des zones où si vous avez un véhicule thermique trop vieux, trop polluant, vous n'avez pas le droit d'aller. En fait, cette réglementation, elle ne peut pas être toute seule. Il faut quelque part de la subvention à côté, parce que qui a les véhicules thermiques vieux, polluants et ne peut pas en changer? Les ménages les plus modestes. Donc c'est très anti-redistributif si on n'a pas à côté des aides pour changer de comportement. Donc c'est un peu là qu'il y a rentabilité, capacité.
Et peut-être très rapidement, parce qu'on nous dit nous n'avons pas de grille d'analyse, nous avons une grille d'analyse au Trésor qui est même encore plus complète que 2 critères, qu'on appelle ABCDE, pour chercher un peu où prioriser l'action publique et la dépense publique. Alors je le fais très vite. A, c'est pour coût et potentiel d'abattement. En gros, combien d'émissions vous pouvez réduire par cette action et à quel prix par tonne évitée. B pour le bouclage, c'est-à-dire bouclage, c'est en fait les enjeux de ressources. Par exemple, si vous dites dans tous les secteurs je vais électrifier mais que vous n'avez pas la production électrique en face, ça ne marche pas. C pour cohérence, pour des domaines où il y a beaucoup d'instruments, typiquement quand on a plusieurs types d'aides à la rénovation qui soient cohérents ensemble. D pour l'effet déclencheur, on en a parlé, c'est-à-dire qu'il faut que l'argent public permette de faire l'investissement et que l'investissement ne se fasse pas sans cet argent public et qu'il se fasse avec. Et E, enfin, pour les effets indirects, qui sont des effets qui peuvent notamment redistributifs, mais aussi sur notre déficit commercial, parce qu'on apportera moins d'énergie fossile, etc., etc. ABCDE, bientôt on ira peut-être jusqu'à... On va pas jusqu'à Z. Jusqu'à L ou jusqu'à Z. Stéphane Dess, puisque l'on parle des instruments budgétaires d'un point de vue plus financier, il y a des mécanismes, on réfléchit en fonction de l'évolution des taux, des taux d'intérêt, bien sûr, les taux souverains pour financer la transition, et puis, autre levier possible, mobiliser l'épargne. L'épargne de ceux qui en ont la possibilité pour retrouver des ressources. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce débat sur le rôle de l'État est assez important et central dans la transition. Il ne faut pas oublier, je pense qu'on y reviendra peut-être par la suite, le rôle du secteur privé qui est assez important également. C'est notre chapitre suivant. Pourquoi on s'intéresse à la soutenabilité de la dette publique dans ce contexte de transition ? Parce que la dette publique, elle est vendue sur les marchés financiers. Donc, des pays comme la France ont la moitié de leur dette publique détenue par des non-résidents. Et donc, ces investisseurs en dette publique doivent évaluer si la dette est soutenable ou pas. Donc, vous avez certains pays où on peut avoir des risques, ce qu'on appelle des risques souverains, donc des risques potentiels de défaut sur la dette souveraine, qui peuvent générer des augmentations de taux d'intérêt. Donc on l'a vu même en Europe lors de la crise des dettes souveraines en 2011-2012, qui peut enclencher des mécanismes qui vont jouer à contre-pied, c'est-à-dire augmentation des taux d'intérêt souverains, comme l'a connu la Grèce, l'Italie à l'époque, qui peuvent avoir des impacts sur le financement de l'économie réelle, l'économie de l'investissement privé. Donc on a aussi le lien un petit peu dangereux entre les banques qui détiennent la dette publique et l'État, qui peut aussi générer des questions de stabilité financière. Là aussi, l'Europe a été un exemple où des problèmes de soutenabilité de la dette publique posent un problème de stabilité financière. Donc on a réglé tout ça avec de la réglementation, mais la transition réouvre le débat. Le FMI estimait que si l'on finançait ces dépenses d'investissement pour la transition seulement par l'État, ça augmenterait les dettes publiques au niveau mondial de 45 points de PIB. Donc c'est clairement un niveau qui n'est pas soutenable et aucun investisseur ne croirait dans la soutenabilité d'une telle dette. Alors comment mobiliser l'épargne ? Il se trouve qu'au niveau européen, si on regarde, alors moi je suis macroéconomiste, donc quand on parle investissement, tout de suite on pense à épargne. Il se trouve qu'on a un excédent d'épargne, si on regarde le compte courant de l'Europe, qui est 2-3 points de PIB. Et si l'on regarde où va cette épargne, il va à l'extérieur de l'Europe. Il va dans des titres aux États-Unis, dans les pays émergents. C'est 260 milliards par an depuis 2015 en moyenne. C'est de l'argent qui pourrait être mobilisé pour financer la transition. Donc ça, il y a énormément de rapports qui sont sortis, notamment le rapport L'État, qui plaide pour avoir une union des marchés des capitaux en Europe, que l'on rebaptiserait l'union pour l'épargne et l'investissement. Ceux qui ont de l'argent en Europe investissent plutôt sur d'autres continents, et notamment aux États-Unis. Exactement. Et dans d'autres grandes économies. Parce que le marché financier européen n'a pas suffisamment d'instruments pour capter cette épargne. Donc l'idée est de stimuler, de mobiliser cette épargne, et une utilisation évidente de cette épargne, c'est financer l'investissement dans la transition. Alors, justement, le point de vue européen, Nicolas Gagliardi,
quels instruments sont disponibles aujourd'hui? On parle là de la possibilité d'un marché de capitaux. Et puis, il y a la question des règles budgétaires aussi. Hein. Si on sait qu'on risque de s'endetter davantage pour financer la transition et pour s'adapter aux effets de la transition, ça va peut-être nécessiter de sortir un peu des clous, comme on dit, des critères qui existent aujourd'hui. Oui, non, tout à fait. Mais même pour complémenter ce que Stéphane vient de dire, en fait, évidemment, les finances publiques pourraient être sujets à des défis provenant de la transition écologique. Du côté des dépenses, clairement, on doit moderniser le stock de capital et donc le secteur public doit intervenir de quelque manière et donc cela pourrait augmenter les dépenses. Du côté des recettes, on peut recycler tous les recettes qui arrivent de la taxation carbone, par exemple, pour promouvoir les investissements d'un côté ou pour payer des transferts pour les ménages à plus faible revenu, donc pour compenser un peu tout ce qui sont les effets distributifs. En général, du côté des finances publiques, il est vraiment important à long terme, aussi au fur et à mesure que la décarbonation progresse, de vraiment utiliser d'une manière stratégique les recettes qu'on va obtenir afin d'éviter une détérioration des finances publiques. Et à ce sujet, évidemment, l'Union européenne offre plusieurs instruments. Le premier instrument auquel je pense, c'est certainement le budget pluriannuel de l'Union européenne, le 2021-2027, que conjointement avec le Next Generation EU, on a environ 1800 milliards d'euros et on sait que 30% de la capacité financière du budget européen doit être utilisée pour des dépenses liées au climat, en respectant conformément l'accord de Paris et aussi le principe de do no significant harm, ne pas nuire. Et ça, c'est déjà une chose. Et aussi les plans de reprise et résilience y afférentes aussi, ils doivent respecter le 37%, je crois, au moins de dépenses liées à la transition écologique, au changement climatique. Et sous le pacte vert pour l'Europe, après, il existe toute une autre série d'instruments. On peut penser par exemple au Fonds social pour le climat, au Fonds pour l'innovation, au Fonds pour la modernisation. Le Fonds pour l'innovation, par exemple, en utilisant des recettes qui proviennent du système d'échange d'émissions de l'UE, peut être très utile, un outil très stratégique pour stimuler l'innovation, la recherche dans des technologies propres, dans les technologies vertes, par exemple. Donc ça, ce sont des instruments budgétaires à relativement court ou moyen terme. Cette question des règles budgétaires à l'échelle européenne, est-ce que ça fait partie des réflexions du côté de la Commission ? Oui, tout à fait. Les règles budgétaires ont commencé en avril 2024. La Commission a adopté de nouvelles règles budgétaires, ce qu'on appelait le Stability Pact. Donc, on a mis ça à jour. Donc, en fait, maintenant, chaque pays membre doit rédiger un plan structurel à moyen terme avec une certaine trajectoire de dépenses nettes pour les 4 ou 5 ans selon la durée de la législature et on peut obtenir une prolongation de l'effort budgétaire qu'on a demandé pendant les 4 ou 5 ans, obtenir une extension jusqu'à 7 ans autant que les États membres s'engagent dans des réformes structurelles et des investissements et dans ce cas, c'est surtout les réformes structurelles et les investissements liés à la transition écologique, à la transition numérique. Donc de la souplesse en fonction des efforts qui sont proposés par tel ou tel État membre de l'Union européenne. Damien Demailly, je voudrais vous faire réagir par rapport à ce qui a été dit sur la question de l'épargne qui pourrait être utilisée à l'échelle européenne et qui s'évanouit un peu partout dans le monde. Ça veut dire que notre panier, il est un peu trop percé là pour financer la transition ? Oula, je ne vais pas répondre à cette question comme ça. Attendez, on parle d'investissements qui sont importants. Tu les as évoqués, notamment les ordres de grandeur en France, les ordres de grandeur au niveau européen. Enfin, c'est aussi des choses que nous, on cherche à l'Institut. Donc on voit bien un peu le mur d'investissement dont vous parliez. Évidemment, certains de ces investissements, ils sont de long terme ou de très long terme. Donc à un moment, la question de où est-ce que je trouve l'argent, comment je finance ça, le coût du financement de mon projet, il peut devenir extrêmement important. Pour prendre un exemple, alors pour le coup, ce n'est pas la finance privée qui va s'occuper de ça, hein, mais moi, ça m'a marqué dernièrement, le coût d'investissement dans le nouveau nucléaire en France, le coût du financement du projet,
c'est à peu près du même ordre de grandeur que le coût d'investissement en tant que tel. Alors, des études qui sont sorties là-dessus, je ne sais pas à quel point elles sont exagérées ou pas, mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que quand j'investis sur un truc qui est évidemment incertain, et le risque technologique, il est toujours là, mais en plus, qui est sur des dizaines d'années, la question du coût de financement devient extrêmement importante. Bon, sauf que là, en l'occurrence, c'est le public qui va gérer l'histoire. C'est le public qui va apporter des garanties, c'est le public qui va assurer une forme de stabilité sur les prix, sur les revenus qui vont arriver. Et dans certains autres cas, c'est peut-être aussi au privé de jouer le rôle. Moi, je ne sais pas dire des bêtises, mais je ne suis pas convaincu en tout cas que c'est l'union des marchés des capitaux qui va changer notre problème de financement de la transition écologique. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je ne dis pas que ça ne va pas aider un peu, mais je pense que ce n'est pas là qu'on trouve un levier vraiment important pour nos sujets. Et je pense qu'il faut un peu aujourd'hui qu'on repense le rôle que peut jouer les financements, la finance privée, et notamment un rôle un peu plus micro. Typiquement aujourd'hui... Pas seulement par des taxes, pas seulement, mais fiscaliser le secteur privé, mais aussi le mettre à contribution, c'est ça que vous voulez dire. Ce que je veux dire, pour prendre un exemple, vous voulez aujourd'hui rénover votre logement, et vous voulez le rénover bien. Vous mettez une pompe à chaleur, mais en plus vous faites une belle isolation, nickel, etc. Bon. Ça, c'est un investissement de quoi, 50 000 euros, l'ordre de grandeur, un peu de ce que ça coûte. Bon, c'est pas l'État qui va filer 50 000 euros. Il en donne notamment pour les managed models une bonne partie, et c'est une bonne chose, mais il reste encore après, il faut pouvoir emprunter. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça d'aller voir son banquier, d'avoir un prêt pour faire les travaux de rénovation énergétique. Je ne suis même pas sûr, je viens de faire l'expérience, quand on achète un nouvel appartement, que le banquier va forcément vous dire vous avez pensé à cette affaire de travaux? Parce qu'en plus, je vois bien que votre logement, il est un peu énergivore, il va perdre beaucoup de valeur après. Donc comment je peux vous aider? On a encore des choses, je pense, comme ça. On n'a pas été au bout de la manière dont on peut mobiliser la finance privée. Il y a une grande discussion sur comment on réglemente la finance. Ça, c'est un peu ce qui a été évoqué. Il y a plein de choses, alors, soit qui sont en train d'être détricotées en ce moment au niveau européen, soit d'autres choses qui sont quand même encore là, qui sont intéressantes. Mais je pense au moment qu'il faut qu'on ramène ça au plus près des besoins concrets qu'on a de transition, et le besoin sur le logement, c'est pas la même chose quand on veut décarboner une industrie, je sais pas, l'acier à Dunkerque. À chaque fois, le rôle de la finance est un peu différent. Je pense qu'il faut qu'on reprenne un peu qu'on mette un peu le sujet sur le métier, sur la table de travail. Ouais. Le rôle du secteur privé, de la finance privée, Dorothée Rouzet, quelle réflexion à Bercy, au-delà de la réglementation ou d'incitation? Oui, bon, peut-être d'abord, pour revenir aux chiffres, quelque part, quand on voit l'équation de laquelle on est parti, il est inévitable que le secteur privé prenne une part importante, même si je suis complètement d'accord que les financements publics vont devoir augmenter. Le secteur privé, de toute façon, fait plus de 80% des investissements totaux dans l'économie, et une partie de ces investissements vont devoir être réorientés vers des investissements verts. Aussi, pour mettre en perspective, aujourd'hui dans les investissements totaux du secteur public, il y a à peu près 20% qui sont des investissements verts, de décarbonation, enfin, et dans le secteur privé, c'est 13%. Donc on peut se dire aussi qu'il y a de toute façon déjà une marge, alors certes, c'est pas les mêmes secteurs, etc., mais il y a une marge de progression importante, ne serait-ce que pour aligner les deux chiffres. Donc ensuite, comment on fait? Comment on fait, c'est pas indépendant des instruments, hein. C'est-à-dire que le secteur privé, et là je pense plutôt côté entreprise que côté ménage, oui, il répond aux incitations. Donc quelque part, le but, si on ne veut pas faire tout par la subvention, mais il y a une partie qui devrait être par la subvention, notamment sur la décarbonation de l'industrie, où là aussi, hein, les questions d'horizon de rentabilité sont importantes. Donc il faut que petit à petit, on rende les activités vertes plus rentables relativement aux activités brunes, qu'on fasse en sorte que le marché s'équilibre sur un coût du capital plus faible pour les activités vertes qui vont être moins sujettes au risque que, par ailleurs, leurs actifs deviennent obsolètes avec la transition, etc. Choses qui ne sont pas encore prises en compte dans le financement. Une précision, quand vous dites activité brune, qu'est-ce qui est considéré comme activité brune aujourd'hui? Après, les activités brunes, en un sens, c'est pas forcément sectoriel. C'est-à-dire que la même activité industrielle, qui est très émissive, est une activité brune. Si elle fait des investissements pour électrifier ces processus qui peuvent être très lourds, ensuite c'est une activité verte, ou c'est une activité neutre. Mais c'est de dire en fait qu'il y a un premium de marché sur la décarbonation. Et aujourd'hui, en fait, la finance ne met pas ce premium. Donc comment on fait? Là aussi, il y a une partie qui est le signal prix, le marché du carbone européen, donc un marché d'échange de quotas
de quota carbone qui joue ce rôle, en fait, puisque intrinsèquement, il veut dire que ceux qui sont les plus émissifs vont avoir des coûts supplémentaires qui, si la finance marche bien, devraient être intégrés dans leur valorisation. Et puis, la réglementation, au sens européen notamment, sur la transparence en termes de performance environnementale, ce qu'on appelle le rapportage extra-financier qui fait parler de lui ces temps-ci. Mais l'idée, c'est qu'en fait, si vous êtes investisseur aujourd'hui, et que vous voulez investir dans des activités durables, vous voulez investir dans des entreprises qui ont vraiment des plans de transition, qui font le job en un sens. L'information n'est pas très bonne, elle est morcelée, elle n'est pas très cohérente. Il y a toujours un peu de soupçon de greenwashing. Et l'idée, c'est en fait d'améliorer cette information pour avoir la transparence et la confiance des investisseurs. Et que, in fine, ça se traduise aussi dans les coûts de financement en fonction de êtes-vous vertueux, investissez-vous dans la décarbonation de vos activités ou continuez-vous à avoir des activités très polluantes, très émissives, sans vraiment avoir de plan pour les réduire. Évaluation, transparence, des mots importants, effectivement. Stéphane Dess, on a entendu la notion de signal-prix et de tarification du carbone. Expliquez-nous davantage ces points-là et qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, non, c'est un point essentiel et je pense, peut-être pour rappeler, certaines personnes peuvent penser que l'État pourrait financer la transition. Et je pense qu'il faut résister à l'idée qu'il y ait une sorte de baguette magique de dépenses publiques qui pourrait financer la transition. La transition ne peut pas être financée majoritairement par l'État. Et si on regarde les révolutions industrielles du passé, et je pense que celle-ci en est une également, c'est le secteur privé qui a toujours financé les révolutions industrielles. Donc là, je pense que l'implication du secteur privé est importante. Et le problème, c'est de résoudre une sorte de trilemme entre atteindre la neutralité carbone, avoir des finances publiques soutenables et avoir un prix du carbone acceptable. Et le signal-prix, c'est bien ce prix du carbone, c'est les émissions, la pollution, c'est une externalité qui est gratuite. Et l'idée, c'est de donner un signal-prix, c'est de donner un prix à cette externalité pour donner des bonnes incitations à ceux qui émettent du CO2 ou des gaz à effet de serre, de les réduire. Et effectivement, quand on parle du système européen, c'est un système qui fonctionne bien. Alors si on regarde au niveau mondial, il n'y a que seulement 22% des émissions mondiales qui sont couvertes par un mécanisme de prix carbone. En Europe, le système dont on a parlé couvre 40% des émissions. Et si on regarde depuis sa mise en place en 2005, on a une baisse des émissions de près de 48% sur les secteurs concernés, alors qu'en dans la même période, la valeur ajoutée de ces secteurs a augmenté. Donc on a une preuve d'un découplage, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois une baisse des émissions avec un bon signal-prix, un bon prix carbone, et une poursuite de la croissance économique. Donc c'est efficace et pas que chez nous en France. Exactement. Nicolas Gagliardi, on a commencé à parler des questions d'adaptation au changement climatique. Quelles sont les stratégies européennes déjà mises en œuvre? J'accélère un petit peu la discussion parce qu'il nous reste plus que quelques minutes et je voudrais qu'on garde la possibilité d'avoir quelques questions venues de la salle ou d'ailleurs. Oui, tout à fait. Non, comme je disais déjà au début, une partie du travail, surtout la majorité du travail que la Commission fait niveau scénario et niveau impact du changement climatique sur les finances publiques se fait sous cette stratégie pour l'adaptation au changement climatique. Et en fait, l'idée, comme on dit, c'est vraiment d'inclure des discussions de changement climatique dans les cadres macro-budgétaires au niveau européen, mais aussi au niveau national. Quelque chose que je n'ai pas dit avant, mais qui fait toujours référence, par exemple, aux règles budgétaires, c'est qu'on a aussi révisé une directive avec les règles budgétaires, et c'est une directive qui regarde spécifiquement les cadres budgétaires. Et dans cette directive, il y aura maintenant l'exigence pour les États membres de devoir intégrer des informations concernant les risques macroéconomiques provenant du changement climatique, et ils devront aussi inclure des informations liées par exemple au coût budgétaire des différentes catastrophes. Et donc cela permettra en fait d'obtenir des informations vraiment clés pour essayer d'estimer de quelque manière et de manière plus précise les coûts de l'adaptation. On sait que l'adaptation aussi, c'est quelque chose où le secteur public pourrait devoir intervenir de quelque manière,
à court terme, qui à long terme apportent des gros bénéfices, certainement au niveau qualité environnementale, mais estimer exactement les besoins d'adaptation n'est pas du tout simple parce qu'il s'agit de mesures très, très locales, tout d'abord, et après, il n'y a pas vraiment de stratégie ou de stratégie commune, voilà, pour pouvoir le faire. Et donc, selon la stratégie de l'Union européenne et donc aussi grâce aussi à la directive et des efforts conjoints avec les États membres, notre but est vraiment d'essayer d'estimer de la manière meilleure possible et insérer aussi dans nos discussions pas seulement les politiques d'atténuation mais aussi les politiques d'adaptation et leur coût pour les finances publiques. Damien Demailly, comment régler le curseur entre l'atténuation, l'adaptation? On sait que les deux aujourd'hui s'imposent à nous, mais est-ce que ce curseur peut évoluer d'année en année, de catastrophe en catastrophe? Si on a 5 ans avec un peu moins de catastrophes, on va davantage s'intéresser à l'atténuation. Enfin voilà, quels sont les... Ouais, si on commence à poser la question de est-ce qu'on atténue ou est-ce qu'on s'adapte plus ou moins en fonction de l'actualité, on est mal barré. Je pense qu'il faut en effet avoir un moment une vision un peu, voilà, hein, on fait changer, voilà, on avance et il ne faut pas non plus être soumis complètement à ça. Je vais parler un peu d'adaptation, mais je voudrais quand même juste exprimer un désaccord avec ce qui avait été dit avant, ou en tout cas une nuance. Je ne pense pas qu'on puisse comparer ce qu'on doit faire, la transition qu'on doit faire, aux révolutions industrielles du passé. Parce que je pense que là, en fait, on doit la faire parce qu'il y a une externalité qui est la question du climat et du changement climatique qui s'impose à nous. Et donc, évidemment, à un moment, le rôle du pouvoir public, il est plus important. Pas forcément pour dépenser, hein, il y a plein d'autres leviers. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui est très différent par nature. Et je voudrais également nuancer, et j'aime bien, c'est pour faire hurler les vrais économistes, tout qu'on explique que finalement, la taxe carbone, les marchés carbone, c'est ça aujourd'hui qui marche, qui fonctionne. Quand même, il y a un tout petit enjeu d'acceptabilité. Quand vous regardez aujourd'hui la manière dont la population apprécie ou pas les différentes politiques climatiques, c'est pas celle qui est la plus consensuelle, loin de là. Et même en termes d'efficacité, j'ai envie de challenger un peu l'idée selon laquelle, regardez les secteurs sur lesquels on a mis un marché carbone, une taxe carbone, c'est ceux-là qui ont plus réduit les émissions, parce qu'en fait, on a mis plein de choses en même temps que les marchés carbone, plein de choses en même temps que les taxes carbone. On a mis des réglementations, des subventions. Donc, voilà, attention non plus à ne pas vouloir dire c'est l'outil magique et c'est lui qu'il faut utiliser. C'est pas non plus ce qui a été dit, mais je voulais un peu juste revenir là-dessus. Et sur l'adaptation, pardon, très rapidement, j'ai cru comprendre. Désolé, parce qu'on finit toujours par l'adaptation, surtout à la fin. Puis aussi un acteur dont on n'a pas parlé, les collectivités. Quand on parle d'argent public, il y a quand même un petit sujet collectivité. Peut-être qu'on pourrait y revenir un peu pendant les questions. L'adaptation, je ne pense pas que ce soit une affaire de curseur. Je pense qu'il faut accepter que l'adaptation est un sujet. Et je pense qu'on a bien progressé dernièrement en France sur le sujet. On a accepté de se dire que s'adapter, ce n'est pas renoncer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut évidemment continuer à les réduire le plus possible. C'est vrai pour la France, c'est vrai au niveau mondial aussi. Hein. On est un petit truc dans cette histoire-là. Donc ce n'est pas un renoncement, mais il faut quand même se préparer. Ça va évidemment... Alors déjà, ça a des coûts aujourd'hui sur les finances publiques. Hein. Les crises climatiques, hein. Nous, on a traqué un peu les dépenses publiques pour résoudre les crises agricoles. Ça a fait x10 en quelques années, donc il y a quand même un sujet là. Ça va nous coûter de l'argent pour un peu gérer les crises, mais il faut aussi, surtout dans ce cas-là, qu'on fasse de la prévention. Donc qu'est-ce qu'on fait différemment aujourd'hui pour que les crises soient le plus importantes, le plus faible possible, et que le coût soit le plus faible? Donc juste un point, et après je me tais, ça nous ramène un peu à la question de l'état de la dépense publique, de s'assurer aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on dépense 1 euro d'argent public, que ce soit dans l'industrie, dans la rénovation des bâtiments, dans les infrastructures de transport, l'infrastructure, le bâtiment qu'on est en train de construire, l'aménagement du territoire qu'on est en train de faire, il soit adapté au changement climatique. Voilà. Et ce n'est pas si évident que ça. Il y a encore parfois des rénovations de logements sociaux qui sont faits et dans lesquels on ne va pas mettre de volets. Or, en période de canicule, la première chose à faire, c'est de fermer les volets pour se protéger. Donc il faut vraiment faire attention à ces questions. Donc déjà, dépenser mieux, et après on aura des questions de coûts en plus, mais ça, on a le temps un peu de l'analyser et d'en parler. Dorothée Rouzet, un très court commentaire peut-être par rapport à ce qui vient d'être dit. Ne pas oublier de mettre des volets quand on fait de la rénovation, bien sûr. Cette part de l'adaptation, elle évolue comment avec le temps dans vos scénarios à Bercy? Oui, alors je suis assez d'accord, hein, c'est un sujet qu'il faut penser sur le temps long.
Ensuite, sur l'adaptation, sur quels sont les coûts de l'adaptation, c'est beaucoup moins clair que sur l'atténuation. Et pourtant, sur l'atténuation, je vous ai donné un chiffre, mais évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes autour. Pourquoi ? Parce que c'est plus dur de dire quel est l'objectif pour l'adaptation. Pour l'atténuation, on sait quelque part. On veut la neutralité carbone en 2050. Pour l'adaptation, c'est un peu un curseur presque secteur par secteur entre quel coût on est prêt à mettre pour éviter le risque et quel niveau de risque résiduel on est prêt à accepter. Et ça peut varier. Et ensuite, il y a une question aussi d'horizon. Si je prends un exemple, on sait qu'à horizon 2100, mais c'est dans longtemps, le trait de côte va reculer. Donc en fait, il y a des maisons qui sont sur le littoral qui ne vont plus être habitables. En même temps, est-ce qu'on agit maintenant ? Aujourd'hui, dans la valeur des maisons en question, ça ne se voit pas du tout. Mais on sait que dans 80 ans, en fait, personne ne pourra plus y habiter. Elles vont perdre de la valeur, mais sur le marché, je ne sais pas quand. Alors, comment on fait niveau pouvoir public ? Effectivement, la réflexion est avancée, mais pas aussi avancée que sur l'atténuation. Et sur le rôle de l'État, je pense que le premier rôle, effectivement, c'est d'abord d'informer et de coordonner autour d'une trajectoire. Donc il y a un plan national d'adaptation qui est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, qui donne une trajectoire de référence qui est 4 degrés pour la France, pour dire en fait, coordonnons-nous pour nous adapter à cette trajectoire, ce qui est important. Ensuite, information, comme je le disais, parce que dans les valeurs privées, c'est pas forcément reflété. Ensuite, peut-être ce qu'on appelle les actions sans regret, ou au moins éviter soit la maladaptation, soit la contradiction entre adaptation et atténuation. Donc si je donne un exemple de chaque, la contradiction, enfin la maladaptation, ce que j'appellerais, c'est par exemple, si je reprends mon histoire d'érosion du trait de côte, vous avez plusieurs manières de faire. Vous pouvez dire, je mets une digue. Ou vous pouvez dire, en fait, je planifie pour que le pâté de maison qui est vraiment au bord du trait de côte, en fait, il va falloir les déplacer, il va falloir faire de la planification urbaine. Sauf que si vous commencez par mettre une digue et que dans 20 ans, le problème se repose, en fait, votre argent, vous l'avez un peu jeté par les fenêtres et il aurait mieux valu commencer par quelque chose de durable. Et dernier point sur éviter la maladaptation, c'est par exemple, si je prends l'exemple de la rénovation des logements, si on rénove des logements pour qu'ils soient mieux, pour bien isoler en hiver, donc il fait plus chaud en hiver, ça garde bien la chaleur, et ça garde tellement bien la chaleur qu'en été c'est invivable. Et donc en fait, une fois que ça deviendra invivable en été, qu'est-ce qu'on va faire ? On va installer des climatisations qui vont être émissives. C'est pas la bonne stratégie, donc il faut réfléchir aux deux en même temps. Et je pense que c'est le premier rôle. Ensuite, la question des coûts publics, elle va se poser, notamment pour les collectivités locales qui sont en première ligne, mais avec une réflexion quand même à voir, parce que la différence aussi entre adaptation et atténuation, c'est que quand vous adaptez, que ce soit votre logement ou votre ville, ça a des bénéfices beaucoup plus tangibles au niveau privé, c'est plus confortable, le confort d'été, ou au niveau local. Donc la réflexion entre la part du public et du privé est un peu différente de celle de l'atténuation, où vous agissez avec un coût personnel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et le bénéfice est dilué entre plus ou moins tous les habitants de la planète. L'individuel et le collectif. Une question qui nous parvient, je pense qu'elle est plutôt pour vous, Stéphane Dess, une question de Rebecca Rogli qui nous écrit « Quelle part de l'épargne finance l'économie réelle, par exemple dans un pays comme la France ?» Alors c'est des grands agrégats, donc c'est très difficile de dire ce genre de choses. Ce que on remarque au niveau agrégé, c'est les différences entre l'épargne et l'investissement. Et ce dont je faisais référence, c'est ce qu'on appelle l'excès d'épargne, puisqu'on a un surplus au niveau européen, alors pas au niveau français, mais au niveau européen. C'est ce surplus d'épargne qui est investi massivement à l'extérieur de l'Union européenne et qui serait intéressant de rapatrier pour financer ou mobiliser cette épargne pour financer. Mais aujourd'hui, il y a quand même de l'épargne qui finance des projets. Ça existe, bien sûr. Et c'est plutôt en croissance, vous diriez ? Alors c'est difficile à allouer chaque euro d'épargne à un projet d'investissement, mais effectivement, oui, on voit qu'il y a quand même un financement de l'investissement, et donc il y a une partie de l'épargne qui participe à ce financement. Alors il nous reste vraiment quelques toutes petites minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Comment vous vivez? Là, je vois deux bras qui se lèvent. Je ne sais pas si les micros peuvent circuler. Voilà, sur en quoi vous êtes concerné vous-même et quelles questions ça vous inspire. Bonjour. On vous écoute. Alors, on aimerait savoir comment faire en sorte que l'épargne européenne reste en Europe. Quels sont les mécanismes? On l'évoquait tout à l'heure, la question des marchés de capitaux. Qui veut répondre?
Nicolas Gagliardi, la parole à Bruxelles. Ce que je peux dire, c'est certainement qu'une des priorités de l'Union européenne est certainement de bien développer ce qu'on appelle l'union des marchés des capitaux. Donc l'idée, c'est vraiment de de s'assurer qu'on essaie de déplacer de manière la plus efficace possible l'épargne d'un État membre à l'autre, et surtout vers des investissements verts. Dans ce cas-là, il y a après différents instruments qui ont déjà été mentionnés. Il y a l'objectif, par exemple, de la finance durable, il y a la taxinomie de l'Union européenne, il y a cette directive... Donc davantage de coordination, vous diriez qu'aujourd'hui, les marchés de capitaux sont trop nationaux, voilà, et donc trop cloisonnés aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de bien intégrer les marchés des capitaux de l'Union européenne en fournissant des informations les plus transparentes possibles afin que les investissements restent surtout dans la transition écologique en Europe et ne vont pas ailleurs. D'agrandir les tuyaux entre les différents pays européens. Et on peut, si je peux me permettre, on peut aussi avoir des titres ou des actifs financiers qui peuvent capter cette épargne. Donc des choses qui existent peut-être aussi à l'étranger, qu'on n'a pas forcément ici en Europe, comme on parle déjà de la titrisation verte, donc d'arriver à créer des actifs financiers dont le contenu permet le financement de la transition. Donc c'est tout un ensemble d'instruments financiers qui pourraient capter cette épargne et qui préfèrent partir en dehors de l'Union européenne en ce moment. Oui. De nouveaux instruments. Il y avait d'autres questions, je crois, une autre... Vous avez parlé du fait de rendre les activités vertes plus rentables. Et est-ce que pour vous, on peut tout simplement, par exemple, remplacer le capital naturel par du capital technique pour justement pallier ce problème ? La fin de la question, reformulée, pardon, on n'a pas entendu. Est-ce que justement on peut remplacer le capital naturel par du capital technologique pour pallier ce problème de rentabilité des activités vertes ? Dorothée Rouzet. Oui, alors je suis pas complètement sûre de comprendre la question. Mais je pense qu'en tout cas sur la question technologie, il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui est crucial pour la transition, qui est l'innovation et qui rejoint les questions de financement, qui est le plus dur à financer quelque part, c'est la partie innovation. Parce que c'est des horizons de long terme, parce que c'est une rentabilité qui est par nature incertaine, ce qui est toujours le cas de l'innovation et encore plus de l'innovation verte, parce que sa rentabilité va aussi dépendre de la constance et la crédibilité des engagements climatiques. On voit, côté européen, l'engagement est ferme, côté américain, on voit bien que les revirements sont plus immédiats. Donc il y a cet enjeu, et je pense qu'à long terme, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'en 2040-2050, investir dans une activité verte sera plus rentable qu'investir dans une activité brune. Simplement, aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins, parce qu'en fait, on aura quand même toujours besoin d'énergie fossile pendant un certain temps. Et donc, investir dans ces énergies fossiles, c'est toujours rentable. Et puis, plus il y a des doutes sur est-ce qu'on va bien maintenir les objectifs, moins on est incité, ou moins en tout cas, le marché intègre le fait que si je prends un exemple, oui, en 2035, on n'aura plus le droit de vendre des véhicules thermiques en Europe. Et c'est important de maintenir cette date parce que, en fait, ensuite, les prix s'ajustent. Ceux qui investissent dans leur outil de production, dans l'innovation, parmi les constructeurs, etc., prennent en compte le fait qu'ils vont devoir basculer. Si on commence à flancher, à dire peut-être plus tard, etc., en fait, les investissements ne vont pas se faire, parce qu'on dira, en fait, investir dans le véhicule thermique, c'est encore rentable pendant 10 ans, 15 ans, et donc on n'a pas cet ajustement par le marché. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'était pour développer mes propos tout à l'heure. Je crois que c'était ça le sens de la question, c'est est-ce que la technologie va permettre de rentabiliser ces investissements. Damien Demailly, pour rebondir sur ce que vient de dire Dorothée Rouzet, Donald Trump aux États-Unis, lui, il a clairement choisi, c'est plutôt le gaz de schiste et le charbon plutôt que des investissements dans la transition. Oui, c'est son choix. Et pour le coup, il y a une réaction que j'ai bien aimée au drill baby drill. C'était celle du président de la République. Plug baby plug. Voilà. Il y en a qui décident de partir sur les fossiles. Nous, on n'a pas de fossiles en France. On en a peu en Europe.
Eh ben, on a l'électricité. Elle peut venir de plein de sources différentes. Je sais qu'on a toujours un débat en France là-dessus. On a besoin d'électrifier les choses. Et ça, je pense que, alors, c'est peut-être pas un projet qui va parler aux citoyens, mais je pense que pour une nation aussi un peu d'ingénieurs qui aiment les défis, technologiques, je pense que c'est un beau défi. Donc, allez, plug, baby, plug. On peut peut-être prendre une toute dernière intervention venue de la salle. Bonjour. Bonjour, donc merci pour vos interventions déjà, pour commencer. Donc, je suis en terminale au lycée Turgot, et ma question, c'est est-ce qu'il existe des pays qui ont réussi réellement à concilier sobriété carbone et rigueur budgétaire, et donc du coup sur lequel la France devrait prendre exemple? Ah. C'est une question pas forcément facile. Est-ce qu'il y a un exemple en Europe ou ailleurs dans le monde? Il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres dans nos questions de transition, soit au global, soit par secteur. Enfin, je pense que vous êtes dans certains pays scandinaves, on parlait d'électrification. Bon, le véhicule électrique est la norme, par exemple, et ça pose aucun problème en termes d'autonomie, de recharge, etc. Donc, on peut toujours trouver un peu des pays qui performent mieux. Je ne dis pas que la France ne performe pas bien par rapport aux autres, si on se compare. Mais on a toujours un peu à trouver des pays qui sont un peu plus en avance. Alors après, est-ce qu'il y en a qui vont concilier ça avec la rigueur budgétaire? Ça, je ne sais pas répondre à la question. Je n'ai pas suffisamment regardé les pays, typiquement par exemple sur les questions un peu d'électrification des véhicules dans les pays scandinaves, quelle était la part d'argent public ou d'aide qu'ils avaient mise sur le sujet. Après, je pense que il faut le voir. Ma réponse est aussi de dire, c'est un peu quand même exceptionnel, hein, la situation dans laquelle on est là. Enfin, il faut se rappeler d'où on était il y a un an. Il y a un peu plus d'un an, on venait de voter le budget 2024 de la France. On avait mis 10 milliards de plus pour financer les investissements dans la transition écologique. Quelques mois après, on découvrait un peu le dérapage du déficit. On a eu le budget compliqué qu'on a vu, qui va continuer, et bam, on se prend le coup de la défense. Donc, c'est bien d'aller regarder ailleurs. J'ai l'impression qu'on a un peu une équation très particulière à régler en ce moment. Donc, allons voir ce qui se passe ailleurs. Et on a intérêt à être très créatif pour la suite. C'est plus facile quand on a de grosses recettes fiscales, certainement. L'Irlande, par exemple, qui a de grosses recettes fiscales grâce à des sociétés multinationales, c'est plus facile a priori. Et allons voir aussi, c'est très intéressant de voir ce qui se passe en Allemagne. Vous savez que les Allemands, en termes de dépenses budgétaires, c'est pas ceux qui préfèrent ça, on va dire, comme pays, que ce soit chez eux ou au niveau européen. Là, ils viennent de sortir leur bazooka budgétaire, c'est leur terme, hein, c'est pas le mien, avec une dimension climat qui est extrêmement forte. Donc on va aussi voir ce qui se passe. Les lignes aussi peuvent bouger au niveau européen. Bon, mais après l'évolution politique, et il suffit d'une élection. Là, on a changé de gouvernement en Allemagne. On verra ce qu'il en sera dans les années qui viennent. Une élection et des années, voire des décennies également, d'avoir réduit de dépenses publiques. Donc s'ils sont capables de faire ça aujourd'hui, il y a aussi un lien avec ce qu'ils ont fait ces dernières décennies. Voilà, je crois qu'il est temps de conclure cette table ronde tout à fait passionnante. Merci à tous. Et évidemment, vous pouvez nous réécouter ou nous revisionner en replay sur tous nos réseaux sociaux du Printemps de l'économie. Merci à tous.